la possibilité qui m'est donnée de parler d'enseignement portugais en France. Et je viens juste après Manuel Bunestinha, qui est un spécialiste, auteur d'ouvrages. Donc, je suis un peu quelqu'un qui va vous apporter des éléments plus pratiques, plus techniques. Donc, je vous félicite, c'était une très belle intervention et merci beaucoup. Alors, ce qu'on m'a proposé de faire, c'était de parler un peu dans cette journée du Portugal, de parler de la langue portugaise et de l'enseignement du portugais en France. Donc nous avons entendu parler très bien de la présence de la langue portugaise, de la langue française au Portugal. J'appartiens à cette génération qui, à son temps d'école, la première langue étrangère enseignée était le français. L'anglais venait bien après. Bien sûr qu'aujourd'hui, avec la globalisation, les choses ont changé et c'est l'anglais qui prend le dessus, comme vous avez vu, et comme Manuel Bunestinha a très bien montré et expliqué. Donc, c'est très important qu'on ait conscience que la langue portugaise, et Manuel Bunestinha l'a déjà évoqué, est la troisième langue européenne la plus parlée dans le monde, après l'anglais et l'espagnol. Donc parmi les langues européennes, c'est la troisième. Et la quatrième la plus parlée dans le monde. C'est la langue la plus parlée dans l'hémisphère sud. Et donc, ça se traduit par 260 millions de personnes dans le monde qui parlent le portugais, ce qui représente 4% de la richesse totale du globe. Et aussi, 3,8% de la population mondiale parle le portugais. Donc c'est une langue qui a vraiment beaucoup d'importance. J'ai une carte où je présente un peu les pays où on parle le portugais et je fais un petit clin d'œil, voilà, je crois que j'ai sauté, oui, avec António Guterres, qui est le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, donc de l'ONU, et on en est très, très fiers. Donc, que la langue soit représentée à ces niveaux-là. Après, donc, juste quelques petits détails. Donc, vous avez la 5e langue qui a le plus grand nombre d'utilisateurs sur Internet, la 3e langue la plus utilisée sur Facebook, et elle est langue officielle, le portugais est langue officielle ou de travail dans 32 organisations internationales, ce qui leur donne aussi un statut très important. Je cite quelques organisations, donc, où elle est langue de travail et de documentation, comme l'Union européenne, l'Union africaine, et des organismes ibéro-américains, et dans des agences et organismes des Nations Unies. Le portugais se trouve parmi les 6 langues les plus utilisées dans le monde des affaires, dont l'anglais, le russe, le chinois, le portugais, l'espagnol et l'arabe. Et c'est la 3e langue la plus utilisée à des fins culturelles, éducatives et diplomatiques, juste après l'espagnol et l'arabe. Un peu le cadre du monde qui parle portugais. Donc, nous avons une première colonne où, je ne sais pas si c'est là nos 260 millions de personnes qui parlent le portugais. Donc, dans une première colonne, nous avons la population résidente. Pour le Portugal, vous voyez, les résidents sont environ 10 millions. Mais après, il y a tous les Portugais qui sont à l'étranger. Dans la 2e colonne, nous avons les immigrants, donc la diaspora. Pour le Portugais, les Portugais, c'est presque 100 millions qui sont à l'étranger, à ajouter à ces 10 millions de résidents. Donc ça fait plus de 15 millions de personnes qui parlent le portugais. Certains pays, comme vous voyez, il y a d'autres langues qui sont des langues maternelles,
et donc le pourcentage n'est pas comme le Brésil qui est à 100% ou le Portugal, mais dans le cas par exemple du Cap-Vert, il est à 90%, ou dans le cas de São Tomé et Príncipe à 91%. Par ailleurs, la langue officielle, c'est-à-dire la langue enseignée à l'école, la langue de travail, la langue de l'État, c'est le portugais. Donc c'est langue officielle dans tous ces pays. Voilà, et on arrive à nos 261 millions de locuteurs de portugais. Pour ces pays, je pense que c'est important de référer qu'en 1996, il y a eu un sommet de chefs d'État et de gouvernement à Lisbonne pour créer la CPLP, c'est-à-dire la communauté des pays de langue portugaise, qui réunit à ce moment-là l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mozambique, Portugal, qui sont par ordre alphabétique, et São Tomé et Príncipe. En 2002, Timor-Leste devient membre aussi. Pourquoi en 2002? Parce que Timor a été occupé par l'Indonésie et donc ça n'a pu faire partie, après de longues années de lutte pour leur indépendance, avec le soutien du Portugal, ils ont été un pays indépendant et donc qui a pu devenir membre de la CPLP. En 2014, il y a la Guinée équatoriale qui devient aussi membre de la CPLP. Le 5 mai est devenu la journée de la langue portugaise et de la culture de la CPLP. Donc, pour nous, c'est très important cette dimension de tous les pays qui parlent la langue portugaise. Ce n'est pas uniquement une langue du Portugal, et loin de ça, c'est une langue de tous ces pays. Pourquoi? Parce qu'une langue, elle est d'autant plus riche qu'elle véhicule une culture. Et donc, la langue portugaise, elle est riche de la culture de tous ces pays. Ce n'est pas uniquement une langue qui se résume au Portugal. Et maintenant, voilà à quel titre je suis là. Donc, je coordonne l'enseignement, je suis auprès de l'ambassade, je coordonne l'enseignement du portugais en France. Donc, cette institution, Camões, de laquelle je fais partie, donc, c'est un institut qui a comme mission la promotion de la langue et de la culture à l'étranger. L'Institut Camões dépend du ministère des Affaires étrangères, mais en coordination avec le ministère de l'Éducation portugais. Et donc, c'est représenté à l'ambassade, bien entendu. L'enseignement, donc EPE veut dire enseignement du portugais à l'étranger. L'enseignement du portugais à l'étranger se fait en 309 institutions avec 583 professeurs. Donc tout ça, je vous parle de Camões. C'est-à-dire, je vous parle du gouvernement portugais et de la mise à disposition à l'étranger d'enseignants aussi bien dans le primaire, dans le secondaire et à l'université. Donc, 583 professeurs, 42 lecteurs, les lecteurs c'est à l'université, plus 541 enseignants dans le cadre de protocoles de coopération dans les universités et institutions supérieures. Tout ça pour 85 000 étudiants, 67 centres de langue portugaise et 37 chaires. Les chaires, ce sont des cadres de recherche en langue portugaise et les centres de langue constituent des centres avec des bibliothèques et des activités culturelles et d'enseignement. Au niveau du primaire et du secondaire, il y a 11 coordinations d'enseignement, c'est-à-dire que la France a une coordination dont je suis la coordinatrice, qui se situe à Paris, donc ça appartient à l'ambassade. Nous avons les installations dans le 15e pour pouvoir recevoir du public et tout ça, mais c'est une des 11 coordinations d'enseignement dans le monde. Il y a en Afrique du Sud, en Namibie, en Swaziland, Zimbabwe, Canada, États-Unis, Venezuela, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Australie. Voilà. Maintenant,
Venons à la France. L'enseignement du portugais en France. Vous avez quelques dates qui sont des dates phares. Vous avez 1919. C'est un peu imprimé, ça ne change rien. En 1919, c'est la création du premier cours de langue portugaise, de langue et culture portugaise à la Sorbonne. Si vous regardez la date, vous voyez bien, on fête cette année le centenaire de ce premier cours à la Sorbonne. Et on va le fêter avec un grand colloque au mois d'octobre, cet événement qui est le premier cours à la Sorbonne. Après, c'est suivi en 1921 avec la langue et culture portugaise à l'université de Rennes. Donc c'est le deuxième point de portugais à l'université. Et en 1930, alors la deuxième colonne, pourquoi? Je mets dans la deuxième colonne ce qui est avec le soutien de l'État portugais. D'accord? Donc, que ce soit en 1919 avec le professeur Le Gentil, que ce soit en 1921, c'est la France. C'est des lusophiles, on va dire comme ça, qui ont créé ces cours. Donc, le premier lecteur de portugais qui vient à la Sorbonne, c'est un ingénieur. Assez souvent, il y a des personnes très importantes, des scientifiques, des intellectuels très importants qui sont passés, qui venaient en même temps faire de la recherche et qui donnaient des cours en université. Dans les années 60, l'enseignement du portugais débute en France à titre expérimental dans les collèges et lycées. Sachant qu'en 1970, il y a le premier concours pour professeurs de portugais, le CAPES pour le portugais, et en 1974, le premier concours d'agrégation pour professeurs de portugais au collège et au lycée. Donc, voilà, ça, l'État français. En 1975, nous avons les premiers cours d'enseignement de langue et culture d'origine. Ces cours ont été créés, c'était une norme européenne, pour répondre à des besoins de l'émigration. Il y avait beaucoup d'émigration, portugaise, espagnole, italienne, de pays de langue arabe, et cette immigration, on la croyait, disons, limitée dans le temps. Et donc, il fallait enseigner la langue d'origine et la culture d'origine aux enfants des immigrés, de façon à ce que quand ils rentrent dans leur pays, les enfants puissent être intégrés. Or, il s'avère que beaucoup d'immigrants sont restés. La deuxième et la troisième génération est restée, avec une grande préoccupation très importante d'intégration et en même temps de ne pas perdre la langue et culture d'origine. Cette langue et culture d'origine, pour nous, maintenant, je vous parle au nom, on va dire, de Camões, de mon institution, mais donc de la politique de langue du gouvernement portugais. Pour nous, la langue, elle a deux objectifs. Premier, répondre à tous ceux qui sont des enfants de cette deuxième, troisième génération et qui veulent continuer à transmettre ce patrimoine, qui est un patrimoine affectif et culturel, à transmettre la langue. Mais il est aussi important pour nous que le portugais soit appris par des enfants français et autres qui veulent l'apprendre. C'est-à-dire que la langue que nous venons de voir et qui est une langue avec une grande importance économique, avec un poids économique et un poids culturel très important, que cette langue fasse partie du système éducatif et qu'elle soit apprise dans les collèges et lycées, par tout le monde. Voilà. Donc en 2002, il y a les premiers cours intégrés de langue vivante étrangère dans l'enseignement primaire, bien que dans l'enseignement primaire, la langue intégrée la plus importante est vraiment l'anglais. Bon, il y a 3000 enfants quand même qui apprennent le portugais comme première langue vivante dans le primaire. Et nous avons transformé ces cours de langue et culture d'origine en EILE, ça veut dire enseignement international de langue étrangère. Pourquoi? Pour nous, c'est une différence qui est très importante. Parce que le message que nous voulons passer avec ça,
c'est que cette langue est une langue qui ne se destine pas uniquement aux gens d'origine, mais qui se destine à tout le monde. Et ça, c'est le message qui est très très important. Donc ce passage d'ELCO à EILE, qui paraît un passage, enfin pas très important, pour nous, il est fondamental. Je vais passer rapide. Là, c'est tous les accords de coopération que nous avons signés avec la France qui ont un but qui est le suivant. Promotion du français au Portugal, promotion du portugais en France. Voilà notre accord. Je vous disais tout à l'heure que la première langue apprise au Portugal, c'était le français, maintenant c'est l'anglais, mais il y a quand même 250 000 enfants qui apprennent le français au Portugal. Mais le pourcentage, c'est 250 000 en 10 millions d'habitants, il me paraît significatif, parce qu'en 60 millions d'habitants ici, il y a 30 000 qui apprennent le portugais. Donc je pense que le décalage, il est quand même assez important. Alors, comment ça se passe l'enseignement du portugais en France? Alors, nous avons sur votre gauche l'enseignement qui est soutenu par le Portugal, donc par Camões. Ça veut dire les enseignants sont mis à disposition par le gouvernement portugais. Donc, et dans notre accord avec la France, nous assurons, premier, l'école élémentaire. Et la France, le ministère de l'Éducation, doit donner continuité à l'enseignement au collège et au lycée. Au collège, comme soit dans des classes bilingues, anglais-portugais, ou alors en LV2, en 5e. Et ça, c'est notre, disons, grand objectif. Antonio, président de la DPDA, donc secrétaire, bon, c'est pareil, parce que tu fais toujours la fonction de président de la DPDA, donc de l'association qui réunit les professeurs de portugais du ministère de l'Éducation français. Donc nous avons une très bonne entente, nous travaillons en collaboration, et ça, c'est très, très important. Donc notre but, c'est d'augmenter de plus en plus les enfants qui vont prendre la LV2 au collège, le portugais comme LV2 au collège. Après, il y a les sections internationales. Les sections internationales peuvent être dès le primaire jusqu'au bac. Une section internationale, c'est un parcours un peu particulier, parce que c'est un parcours un peu exigeant, mais c'est un parcours d'excellence. C'est-à-dire que les enfants qui sont des enfants qui aiment bien étudier, qui aiment bien travailler, je pense que c'est une opportunité exceptionnelle dans la mesure qu'après, ça leur ouvre des portes pour des grandes écoles, pour des classes prépa, ça leur ouvre des portes très importantes. Dans ces sections internationales, nous mettons à disposition des enseignants, non seulement pour le primaire, mais aussi des professeurs. Nous mettons tous les professeurs d'histoire-géographie, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, et nous mettons aussi à disposition la plupart des professeurs de langue et littérature. Je dis la plupart parce qu'il y a aussi des professeurs de langue et littérature qui sont du ministère de l'Éducation français, donc en collaboration. Il y a aussi l'enseignement à l'université. Vous savez, il y a à peu près une quarantaine d'universités en France où le portugais est enseigné. Quand je dis une quarantaine d'universités, toutes n'ont pas une licence ou un master ou un doctorat du portugais. Quelques-unes l'ont, d'autres pas. Mais celles qui ne l'ont pas ont par exemple le portugais comme option. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les matières, que ce soit droit, économie, les gens sont obligés de faire des langues. Et donc, il y a beaucoup d'universités qui ont le portugais comme option de langue pour varier. Dans ces 40 universités, il y a 15 universités qui ont le soutien de l'État portugais. Qu'est-ce que j'appelle le soutien de l'État portugais? Ça veut dire que l'État portugais met à disposition soit un lecteur, soit un enseignant. Il établit un protocole avec l'université, avec un budget, et je vous garantis assez important, pour la contratation locale d'enseignants dont on a besoin, ou alors d'activités de recherche ou d'activités culturelles pour la
promotion de la langue et de la culture portugaise et de langue portugaise. Donc aussi de toutes les cultures et littératures qui s'expriment en portugais, que ce soit mozambicaine, angolaise, brésilienne, etc. Voilà. J'ai ajouté à la fin les cours de portugais pour adultes qui ont lieu dans le centre culturel à Paris. Donc, c'est un réseau qui n'est pas très étendu, mais il y a quand même environ 200 personnes, adultes, qui apprennent le portugais le soir par le biais de Camões. Voilà un petit peu les sections internationales, là, un petit peu plus en détail. Donc, nous avons 25 sections internationales. Donc, les sections internationales, c'est le curriculum français complet, ajouté dans le cadre du collège et lycée, 4 heures de langue et littérature portugaise et 2 heures d'histoire-géographie. Donc, vous voyez, c'est un parcours vraiment d'excellence. Il y a 2 à Paris, à Balzac et au collège et secondaire. Il y a à Fontainebleau, qui n'est pas très ancienne, il y a 3 ans. Saint-Germain-en-Laye, la plus ancienne, qui d'ailleurs assez souvent les gens ne connaissent que Saint-Germain-en-Laye, mais c'est pas la seule, et loin de ça. Saint-Germain-en-Laye va dès le primaire jusqu'au bac. Le PEC à côté, qui a primaire et collège. Chaville, Seclou, avec primaire, collège et lycée. Chaville est en train d'être transféré à Saint-Cloud, où il y a le parcours complet dès le primaire jusqu'au lycée. Brie-sur-Marne qui vient d'ouvrir, parce que cette partie l'est de Paris était un peu dépourvue, et donc il y a, disons, une cité scolaire internationale très importante à Noisy-le-Grand, et donc collée à Brie-sur-Marne, qu'on a commencé le collège et qui va sûrement s'étendre jusqu'au lycée. Après, Grenoble, Strasbourg, Lyon et Nice, voilà nos sections internationales. Après, voilà les universités dont je vous parlais, les 15 universités, leur localisation, des universités qui ont le soutien de Camões par le biais de protocoles. Donc, les chaires cátedras, les chaires, ce sont des centres de recherche où cette recherche est soutenue, disons, par un budget assez important de la part du Portugal. Même si on est un petit pays, la culture et l'enseignement est très important pour nous. Et les centres de langue, et voilà. Les objectifs donc de cet enseignement portugais en France, c'est donc la promotion, comme je viens de dire le long de ce temps dont je vous ai parlé, la promotion de l'enseignement de la langue et de la culture portugaise dans le système scolaire français. Même si nous soutenons, et nous le faisons avec beaucoup d'engagement, l'enseignement dans certaines associations. Pourquoi ? Parce que, assez souvent, cette continuité des cours que nous avons dans le primaire, cette continuité au collège, elle n'existe pas. Et elle n'existe pas partout, et loin de ça. Et donc, dans ce cadre-là, nous soutenons des associations qui veulent, en mettant à leur disposition un enseignant. Il faut dire aussi que, de plus en plus, vous le savez, la maîtrise d'une langue, elle est importante qu'elle figure dans le curriculum. Et de plus en plus, elle figure si cette maîtrise, elle est attestée par un examen de certification. Ça se passe pour toutes les langues. C'est-à-dire que dans le curriculum, si je dis j'ai fait français au lycée ou j'ai fait anglais au lycée, vous voyez, le niveau n'est pas attesté. Et quand j'atteste mon niveau, je ne peux pas l'attester en disant je parle bien ou je parle mal. Ça, c'est très subjectif. C'est en fonction d'un examen de certification qui certifie mes connaissances. Camões, donc mon institution, et l'Université de Lisbonne sont partenaires de l'organisme international qui a construit le cadre européen commun de référence pour les langues, donc qui réfère toutes les langues seront selon les mêmes paramètres. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un niveau, on l'appelle A1, A2, B1, B2, dans une langue, il a la même maîtrise, que ce soit en anglais, en français, en anglais, je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, et c'est ces diplômes-là
qui sont importants pour le curriculum qu'on va présenter dans un travail dans son curriculum. Donc, nous sommes centre d'examen, aussi bien pour les adultes qui veulent certifier leurs connaissances. Vous savez, il n'y a pas besoin de faire des cours. Il faut savoir quel est le programme. Par exemple, des personnes qui parlent déjà bien, qui écrivent bien, ils reconnaissent, ils voient les programmes pour voir à quel niveau ils doivent se présenter et avoir une certification. C'est très, très important. Et puis, une chose que je voulais laisser comme point, disons, de terminaison, c'est que même si le portugais, malheureusement, en France, passe encore par une langue d'immigration qui n'est pas encore attirante pour les élèves, ou au moins pour les parents des élèves dans le système d'enseignement français, vous trouverez sur Internet des multinationales qui demandent la maîtrise de langue portugaise. Et là, il y a de quoi faire. Parce qu'un curriculum, on peut toujours dire quelle langue vous parlez. Je parle anglais. Mais anglais, c'est obligatoire. Vous savez, anglais, aujourd'hui, c'est comme savoir l'informatique. Ce sont deux matières qui bientôt vont être obligatoires dans le curriculum des gens. Donc, ce n'est pas un atout dans son curriculum de parler anglais, c'est une obligation. Alors que, en France, tout le monde a comme deuxième langue l'espagnol, à 80% des cas. Or, c'est le portugais qui fait la différence. Et je peux vous dire, on a croisé déjà des dizaines et des dizaines de cas qui doivent leur parcours d'excellence professionnelle au fait qu'ils avaient le portugais. Et ça, vous savez, il faut vraiment qu'on soit conscient de ça pour un peu guider, pour un peu aider nos enfants à faire leur choix. Parce que l'anglais, c'est obligatoire, l'espagnol, la plupart a l'espagnol, et donc ça ne fera pas la différence dans un curriculum. Voilà. Je pense que je terminerai par ça. Voilà. Sur cette importance qui est la signification des langues. Et je terminerai par, je viens du monde de la littérature, je termine par une citation d'un grand écrivain portugais qui s'appelle Gil Freire, et je vous dis qu'une langue est un lieu d'où l'on voit le monde et où l'on trace les limites de notre pensée et de notre sensation. De ma langue, on voit la mer. De ma langue, on entend sa rumeur, comme de celle des autres, on entendra la forêt ou le silence du désert. C'est pourquoi la voix de la mer fut celle de notre inquiétude.